Bonsoir et bienvenue dans notre édition du soir pour un tour d'horizon de l'actualité européenne et internationale. C'est parti pour 16 minutes d'infos. À la une ce soir, la tribune d'Emmanuel Macron aux Européens. À moins de 3 mois des élections, le président français énumère ses propositions pour relancer le projet européen et le réconcilier avec les citoyens. Nous en parlerons avec un expert à Bruxelles. Carlos Ghosn en passe d'être libéré sous caution. Son avocat l'a annoncé au 107e jour de son incarcération au Japon. L'ancien patron de Renault-Nissan se dit innocent et déterminé à se défendre vigoureusement. En Algérie, la mobilisation ne faiblit pas. 2 jours après le dépôt de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika et la proposition d'un mandat écourté, la rue continue d'appeler au retrait du président. Et en fin de journal, une nouvelle étude accablante, une de plus sur la pollution plastique. Si la tendance ne s'inverse pas, prévient le WWF, la quantité de déchets plastiques accumulés dans les océans pourrait doubler d'ici 2030. C'est le président français qui aura donné le top départ de la campagne pour les européennes. Dans une tribune publiée dans toute l'Europe, il s'est adressé directement aux électeurs. Un texte pétri de grands principes, mais avec des propositions concrètes. Le résumé de Sandrine Delorme. Dans une tribune publiée dans les 28 États européens, le président français s'est lancé dans une défense passionnée de l'Europe. Pour Emmanuel Macron, 2 pièges nous menacent, le repli nationaliste et le statu quo. S'adressant dans les 28 langues de l'Union, il fait donc des propositions à l'approche des élections européennes et appelle à la mobilisation pour un vote décisif. Ces 3 axes, liberté, protection et progrès. Il veut une remise à plat de Schengen, renforcer la défense européenne, mettre en place un bouclier social, créer une banque pour le climat ou encore mettre sur pied une agence européenne de protection des démocraties. Ce week-end, à la télévision italienne, après des tensions avec Rome, Emmanuel Macron avait déjà appelé à l'unité face à la montée des populismes et des eurosceptiques. La force du peuple européen, c'est d'être plusieurs peuples. Quand la peur revient, quand l'inquiétude à l'égard du monde est là, quand le doute s'installe dans nos démocraties, la colère repart et avec elle les vieilles haines, les pires haines. Et donc le racisme, l'antisémitisme, ces discours de haine qui réémergent aujourd'hui dans nos sociétés, ils sont le symptôme de ce mal-être, de ce malaise dans la civilisation, aurait dit Freud. Cette tribune contre les exploiteurs de colère, soutenue par les fausses informations, marque sans doute le point de départ de la campagne électorale européenne dans un contexte inédit de préférence nationale entre Brexit et America First. Pour mieux comprendre cette tribune d'Emmanuel Macron, je rejoins le responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Éric Maurice, merci d'être avec nous. Dans cette lettre, il y a beaucoup de propositions, une police des frontières communes, un office européen de l'asile, une agence de protection des démocraties ou encore une banque du climat. Quelles sont les chances de les voir aboutir et est-ce que c'est quelque chose qui parle aux Européens ? Alors, sur certaines des propositions d'Emmanuel Macron, il y a d'autant plus de chances de les voir aboutir qu'elles sont déjà sur la table à Bruxelles. C'est le cas de la police des frontières, puisque le renforcement de l'agence Frontex, qui est l'Agence européenne de protection des frontières, a déjà été, les États membres sont déjà d'accord sur le principe de ce renforcement avec des équipes de douaniers ou de policiers qui iraient sur les frontières européennes. L'Agence de l'asile est également en discussion entre les États membres. Elle est un petit peu otage de la discussion sur la répartition des demandeurs d'asile, mais en tout cas, elle a déjà été proposée par la Commission européenne. Ensuite, effectivement, il y a des propositions intéressantes dans la tribune d'Emmanuel Macron, comme cette banque pour le climat. Sur le volet social, le président français dit vouloir une Europe qui protège, avec par exemple un salaire minimum européen. Est-ce qu'il peut convaincre, alors qu'il peine à répondre en France à la soif de justice sociale illustrée par la crise des Gilets jaunes ? Il y a une demande de protection sociale des citoyens européens, mais sur les réponses, les États sont divisés, car entre les États de l'Ouest de l'Europe et les États d'Europe centrale et d'Europe orientale, on n'a pas du tout les mêmes conditions sociales. On a vu cela lors du débat sur les travailleurs détachés, le fameux plombier polonais, si on veut simplifier. Et il y a eu une grosse bataille entre États membres. Et là, ce que propose Emmanuel Macron, notamment un revenu minimum européen,
Ça répond à cette demande sociale européenne, mais beaucoup d'États qui en font un domaine de compétitivité au sein du marché unique européen seront très opposés à ce projet-là. Dernière question, Emmanuel Macron se pose une fois encore en rempart contre le nationalisme et le populisme. Est-ce que les élections européennes vont se résumer à ce clivage ? Alors Emmanuel Macron a intérêt à ce clivage-là puisqu'il est à l'échelle européenne prisonnier des structures politiques européennes. D'un côté le Parti populaire européen de centre-droit, de l'autre le Parti socialiste européen et les libéraux. Il a fait plus ou moins alliance avec les libéraux, mais surtout pour Emmanuel Macron, il faut casser cette grande coalition, ce monopole du centre-droit et du centre-gauche. Donc il a intérêt à passer par-dessus ces partis-là et aller vers les nationalistes qui sont, qu'on le veuille ou non, la force la plus dynamique dans le débat européen actuellement. Et donc Emmanuel Macron répond sur ce terrain-là. Il faudra voir s'il arrive à avoir assez d'élus en France et surtout si les partis auxquels il tente de s'allier dans les autres États européens auront eux-mêmes aussi assez d'élus au Parlement européen pour pouvoir casser cet équilibre entre la droite, la gauche traditionnelle, les nationalistes et donc Emmanuel Macron qui veut créer cet espace politique au centre. Éric Maurice, je rappelle que vous êtes le responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. 7,9 millions d'euros, c'est le prix de la liberté provisoire pour Carlos Ghosn. Le tribunal de Tokyo a finalement approuvé la libération sous caution de l'ancien PDG de Renault-Nissan, rejetant un ultime recours du parquet. Les précisions d'Annelise Fantino. Le tribunal de Tokyo a accepté de libérer Carlos Ghosn sous caution et a rejeté l'appel du procureur, selon les médias japonais. La caution a été fixée à 1 milliard de yens, soit 8 millions d'euros. Elle est assortie de conditions strictes comme l'interdiction de sortie du territoire. C'est le nouvel avocat principal de l'ex-PDG de Renault et Nissan, Junichiro Hironaka, surnommé l'innocenteur car il a obtenu nombre d'acquittements d'inculpés de haute volée qui avaient déposé cette troisième requête de mise en liberté sous caution. Il avait aussi annoncé hier que la famille avait décidé de saisir les Nations Unies, estimant que les droits fondamentaux de Carlos Ghosn étaient bafoués. L'ancien dirigeant du groupe automobile, emprisonné depuis plus de 3 mois, devrait pouvoir quitter prochainement le centre de détention. L'Europe sans le Royaume-Uni sera synonyme de pagaille à Calais. C'est ce que veulent montrer les douaniers français qui sont en grève du zèle depuis 2 jours. Ils réclament plus d'agents pour assurer les contrôles après le Brexit. Olivier Peggy. De longues files d'attente de camions à Calais dans le nord de la France. Des bouchons causés par une grève du zèle observée par les douaniers. Une grève du zèle, c'est-à-dire que les douaniers font exprès d'appliquer tous les règlements des douanes aux frontières pour montrer ce qu'il se passera après le Brexit. Une manière d'exiger davantage de moyens pour exercer leur mission présente et future. Alors, il est clair qu'avec le Brexit, c'est de nouvelles missions qui vont arriver. Le contrôle d'une frontière tierce, c'est un métier vraiment très nouveau. Tout le monde va devoir déclarer, les opérateurs, les particuliers. Donc demain, avec ce Brexit, on a encore plus de missions et le risque, si on n'y met pas les moyens, c'est qu'on va avoir des files de camions encore plus grandes que celles qu'on a aujourd'hui. Du côté des pouvoirs publics, le discours est tout autre. En visite il y a quelques jours dans un centre de douane en région parisienne, le ministre de l'Action et des Comptes publics faisait part de son optimisme. Nous sommes prêts à cette révolution de frontières. Il n'y aura pas de bouchon du siècle à Calais. Ce que nous allons faire, c'est évidemment contrôler les arrivées de la marchandise sur le sol européen et donc en premier sur le sol français. Et nous allons travailler de manière intelligente avec notamment des évolutions numériques qui feront que le ciblage et le contrôle en amont sera une priorité de la douane. Et ça se passera bien au mois de mars-avril prochain. Cette grève du zèle a été engagée ce lundi pour une durée illimitée dans les ports de Calais et de Dunkerque. 2 surveillants attaqués au couteau par un détenu radicalisé. Cela s'est passé dans une prison française près d'Alençon. L'homme est resté retranché toute la journée dans l'établissement. Le récit de Guillaume Petit. L'assaillant de la prison d'Alençon et sa compagne ont finalement été interpellés, annonce ce mardi soir le ministre français de l'Intérieur. Un dénouement au terme d'une journée sans fin pour les forces de sécurité. Nous sommes dans l'une des prisons les plus sécurisées dans le nord-ouest de la France. Il est 9h45 quand un détenu muni d'un couteau en céramique attaque 2 surveillants alors qu'il se trouve avec sa compagne au sein de l'unité familiale. Le couple restera retranché au sein de cette même unité toute la journée.
L'auteur de l'attaque, Michael Chelot, 27 ans, purge une peine de réclusion criminelle pour enlèvement et assassinat et 1 an d'emprisonnement pour apologie d'actes de terrorisme. L'homme est considéré comme radicalisé en prison, mais n'était pas détenu dans le quartier pour radicaliser. L'attaque des 2 surveillants par un détenu à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, c'est évidemment un acte extrêmement grave. Le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute et donc la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Nous avons émis une hypothèse, mais qui n'est qu'une simple hypothèse, c'est que ce couteau aurait pu lui être apporté par sa femme. Les 2 surveillants ont été blessés au visage et au thorax, mais leurs jours ne sont pas en danger, selon le représentant syndical Force ouvrière de la prison. La garde des Sceaux annonce avoir diligenté une inspection dans cette prison, qui est selon elle l'un des 2 établissements les plus sécurisés du pays. Peut-être des attaques terroristes déjouées au Royaume-Uni. Des colis contenant de petits engins explosifs ont été livrés à l'aéroport d'Heathrow, dans un autre aéroport de Londres et à la gare de Waterloo. Les 3 petits engins explosifs sont arrivés comme si de rien n'était, à l'intérieur d'enveloppes de format A4. Le premier est adressé en début de matinée à un complexe de bureaux qui gère l'aéroport d'Heathrow, situé à quelques centaines de mètres des pistes. Ouvert par un membre du personnel, le paquet a partiellement brûlé. L'immeuble est évacué par précaution, mais le trafic aérien de l'aéroport n'est pas perturbé. Un peu plus tard, c'est un deuxième colis similaire qui est signalé à la gare de Waterloo, mais l'engin est désamorcé. Enfin, 30 minutes plus tard, à 12h10 heure locale, les autorités sont contactées pour un 3e colis suspect réceptionné dans les bureaux de l'aéroport de Londres City, situé à l'est de la capitale et surtout utilisé par une clientèle d'affaires. Là encore, le personnel est évacué et le paquet désamorcé sans que le trafic aérien soit perturbé. La police antiterroriste britannique a lancé une enquête et n'a pour l'heure procédé à aucune arrestation. Mais selon des médias locaux, 2 des colis portaient un timbre irlandais. Et la police irlandaise a confirmé participer à l'enquête. La proposition d'un mandat écourté n'a décidément pas convaincu. Les anti-Bouteflika sont à nouveau descendus en masse dans les rues d'Alger et de plusieurs autres villes algériennes. En première ligne, les étudiants. Voyez ce sujet de Raphaël Vivant. Nouvelle journée de colère en Algérie. Ils étaient des dizaines de milliers à Alger et dans plusieurs autres villes du pays pour dénoncer la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Normalement interdites depuis 2001, les manifestations sont quasi quotidiennes dans la capitale depuis 10 jours. Déployées en nombre, les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène contre les manifestants, pour la plupart étudiants. Ça fait 20 ans que ça dure et là c'est tout le peuple qui se révolte. Étudiants, toutes les catégories du peuple, on en a marre. Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999, mais à 82 ans, il souffre de graves problèmes de santé et est régulièrement hospitalisé. Après l'annonce officielle de sa candidature dimanche, le chef de l'État a promis de ne pas aller au bout de son mandat et de quitter le pouvoir après une série de réformes. Des engagements qui n'ont pas calmé la colère des manifestants. C'est peut-être un pas de géant dans la lutte contre le sida. Selon la revue spécialisée Nature, une rémission durable a été observée à Londres chez un patient atteint du VIH après qu'il a interrompu son traitement. Un deuxième cas de rémission après celui observé il y a 12 ans à Berlin. Les scientifiques mettent en avant l'approche médicale similaire opérée sur les 2 patients. Tous 2 ont subi des transplantations de moelle osseuse et reçu des cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. Le plastique, véritable fléau pour la planète. Le WWF le rappelle et révèle au passage que la France est l'un des plus gros consommateurs de cette matière et l'un des pires élèves européens en termes de recyclage. L'ONG met en avant des pistes pour endiguer le phénomène. Pollution plastique, à qui la faute? Le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature est accablant, mais il y a des solutions. L'étude détaille le chemin à suivre pour mettre fin à la pollution plastique dans la nature en 2030. Aujourd'hui, l'humanité engendre chaque année près de 400 millions de tonnes de déchets plastiques et tous les ans, plus de 100 millions de tonnes se retrouvent dans la nature. Si rien n'est fait, c'est la quantité accumulée dans l'océan qui pourrait doubler d'ici 2030. Elle atteindrait alors 300 millions de tonnes. Face à cette crise globale, WWF espère que les gouvernements négocient un traité international juridiquement contraignant pour stopper cette pollution. Il y a une opportunité qui est unique
du 11 au 15 mars aux Nations Unies de l'environnement en Afrique, à Nairobi. Les États vont se réunir pour décider s'ils vont commencer, oui ou non, cette négociation pour un traité pour stopper la pollution plastique. L'un des problèmes majeurs, c'est que le plastique n'est pas assez cher. Le plastique recyclé ou recyclable, bien trop cher en comparaison. Il faut légiférer, il faut réglementer, il faut augmenter les sources de financement pour augmenter la collecte et arriver à 100% de collecte, et également augmenter le recyclage. Et pour ça, il faut inciter les entreprises, d'un point de vue économique, sous la forme d'un bonus-malus, à aller vers de plus en plus d'utilisation de produits recyclés dans leurs produits. L'impact de cette pollution plastique sur la biodiversité marine est particulièrement frappant. À ce jour, plus de 270 espèces ont été victimes d'enchevêtrements et plus de 240 ont ingéré du plastique, notamment des phtalates, contaminant ainsi toute la chaîne alimentaire. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.